12 heures avant notre dîner de répétition, son ex a publié une story d'elle dans sa chambre d'hôtel. L'heure correspondait à sa soirée spa entre demoiselles d'honneur. Je l'ai montré à sa mère, puis j'ai annulé le traiteur. Elle est arrivée affamée et a découvert qu'elle n'était pas la seule à rester sur sa faim. J'étais assis dans mon appartement à 23 heures jeudi soir, à faire défiler les réseaux sociaux comme un idiot alors que j'aurais dû dormir avant le plus grand jour de ma vie. Demain devait être notre dîner de répétition, et samedi serait le mariage. 3 ans de planification, 35 000 € économisés et 2 familles arrivant par avion de différentes régions pour me voir épouser Camille. Mon téléphone a vibré avec une notification Instagram. Quelqu'un m'avait identifié dans une story. J'ai cliqué sans trop y penser, m'attendant peut-être à ce qu'un de mes témoins poste quelque chose de stupide à propos de l'enterrement de vie de garçon que nous avions eu le week-end dernier. Au lieu de cela, je me suis retrouvé à fixer une story publiée par Damien, l'ex-petit ami de Camille à l'université et le gars avec qui elle était sortie pendant 2 ans avant notre rencontre, celui à qui elle prétendait ne pas avoir parlé depuis une éternité. L'image montrait une chambre d'hôtel au Sofitel du centre-ville. Rien de trop suspect au premier coup d'œil, juste un lit défait et des plateaux de service d'étage éparpillés, mais j'ai alors remarqué l'horodatage, 21h47 ce soir. Et là, à peine visible dans le coin du cadre, il y avait une paire de talons que j'ai reconnus immédiatement. Les mêmes escarpins Jimmy Chou rouge que j'avais achetés à Camille pour son anniversaire l'année dernière. Celles qu'elle avait portées exactement 3 fois parce qu'elles étaient trop chères pour risquer de les abîmer. J'ai eu l'impression de recevoir un coup de poing dans le ventre. J'ai fait une capture d'écran de la story avant qu'elle ne disparaisse, mes mains tremblant tellement que j'ai failli laisser tomber le téléphone. Selon notre calendrier Google partagé, Camille était censée être à sa soirée spa entre demoiselles d'honneur au centre de thalassothérapie à l'autre bout de la ville. Elle avait quitté notre appartement à 18 h avec son sac de voyage, m'embrassant pour me dire au revoir et me rappelant de ne pas me coucher trop tard car nous avions une grosse journée devant nous. J'ai appelé son téléphone immédiatement. Directement sur messagerie. J'ai réessayé. Même chose. Mon esprit a commencé à passer en revue toutes les explications possibles qui n'impliquaient pas ce que je pensais, mais la preuve était juste là sur mon écran. L'horodatage correspondait parfaitement au moment où elle était censée recevoir des soins du visage et boire du champagne avec ses amis. J'ai enfilé des vêtements et j'ai conduit jusqu'au centre de Thalasso. Le parking était presque vide, à l'exception de quelques voitures que je ne reconnaissais pas. À travers les grandes fenêtres, je pouvais voir que le spa était fermé, complètement sombre à l'intérieur. Le panneau près de la porte indiquait qu'il fermait à 21 h en semaine. Mon cœur battait si fort que je pouvais l'entendre dans mes oreilles. L'arrêt suivant était le Sofitel. Je me suis garé sur le parking visiteur et j'ai traversé le hall, essayant d'avoir l'air décontracté tout en cherchant le moindre signe de Camille. L'ascenseur a mis une éternité à arriver, et quand il l'a fait, un couple en est sorti en riant et en se tenant la main. Cette vision m'a donné envie de vomir. Je n'avais pas le numéro de chambre de Damien, mais je savais qu'il était quelque part dans ce bâtiment. J'ai erré dans les couloirs pendant 20 minutes, écoutant aux portes et me sentant comme un psychopathe complet. Finalement, au 7e étage, j'ai entendu des voix à travers une porte au bout du couloir. L'une d'elles était sans aucun doute le rire de Camille, celui-là même qui m'avait fait tomber amoureux d'elle il y a 3 ans. Je suis resté là pendant probablement 10 minutes, juste à écouter et à essayer de me convaincre que j'avais tort. Mais ensuite, j'ai entendu la voix de Damien dire clairement quelque chose sur le fait qu'elle lui avait manqué, et j'ai su que je n'imaginais pas les choses. J'ai pris des photos du numéro de la porte et du couloir, puis je suis parti de là avant de faire quelque chose de stupide. De retour dans ma voiture, je me suis assis sur le parking en fixant mon téléphone. Les captures d'écran de la story de Damien étaient toujours là. La preuve indéniable que ma fiancée me mentait 12 heures avant notre dîner de répétition. J'avais 2 choix, la confronter directement ou rassembler plus d'informations d'abord. Quelque chose m'a dit de choisir la seconde option. Mais alors que j'étais assis là, mon téléphone a vibré à nouveau. Une autre notification Instagram. Cette fois, c'était de la meilleure amie de Camille, Manon, qui était censée être à la soirée spa avec elle. La story montrait Manon chez elle en pyjama en train de regarder Netflix avec son petit ami. L'horodatage indiquait 22h15. Si Manon était chez elle, qui exactement était à cette soirée spa mythique? J'ai commencé à vérifier les stories Instagram de toutes les demoiselles d'honneur de Camille. Juliette était dans un bar du centre-ville avec des collègues.
Lucie dînait avec ses parents. Amélie était chez elle à étudier pour un examen. Chacune de ces demoiselles d'honneur était ailleurs en train de faire quelque chose de complètement différent de ce qu'elles étaient censées faire. La soirée spa était entièrement fabriquée. Pas juste une excuse pour que Camille s'éclipse avec Damien, mais un mensonge élaboré qui impliquait tout son cortège nuptial pour la couvrir. Ces femmes m'avaient regardé dans les yeux pendant des mois, parlant des préparatifs du mariage et de leur excitation pour le grand jour, sachant tout le temps que leur meilleur ami me trompait. C'est là que j'ai réalisé que ce n'était pas juste un moment de faiblesse ou une erreur récente. C'était une tromperie coordonnée qui durait depuis on ne sait combien de temps. Avec plusieurs personnes participant activement pour me faire passer pour un imbécile, je suis rentré chez moi et j'ai passé les 3 heures suivantes à tout passer au crible. Relevé bancaire, relevé téléphonique, activités sur les réseaux sociaux, tout ce à quoi je pouvais accéder qui pourrait me donner une image plus claire de ce qui se passait. Ce que j'ai trouvé m'a glacé le sang. Camille faisait régulièrement des virements Lydia à Damien depuis 4 mois. De petites sommes, généralement 50 ou 100 euros, avec des descriptions vagues comme dîner ou essence. Son partage de position, que je n'avais jamais pris la peine de vérifier auparavant, montrait qu'elle avait été dans son quartier au moins 6 fois au cours du dernier mois alors qu'elle me disait qu'elle travaillait tard ou voyait des amis. La preuve la plus accablante provenait de son ordinateur portable, qu'elle avait laissé ouvert sur le comptoir de la cuisine. Sa boîte mail était toujours connectée, et enfouie dans son dossier éléments supprimés se trouvaient des confirmations de réservation pour des hôtels, des restaurants, et même un week-end à la montagne qu'elle ne m'avait jamais mentionné. Toutes pour 2 personnes. Toutes à des dates où elle m'avait dit être occupée par le travail ou des obligations familiales. Mais j'ai ensuite trouvé quelque chose qui a rendu tout 10 fois pire. Caché dans un sous-dossier intitulé Doc Travail se trouvaient des captures d'écran de conversation par SMS entre Camille et ses demoiselles d'honneur. Elle planifiait tout ça comme une opération militaire. Manon était la personne de contact, gardant une trace des mensonges racontés et à quel moment. Juliette s'occupait de la coordination des réseaux sociaux, s'assurant que leurs stories s'alignaient en ligne. Lucie était l'alibi de secours, prête à confirmer n'importe quelle histoire dont Camille avait besoin. Les conversations remontaient à 8 mois. 8 mois de planification détaillée sur la façon de me cacher sa liaison. Elles avaient des plans de secours pour leur plan de secours. Elles avaient même discuté de ce qu'il fallait faire si je devenais soupçonneux, Juliette suggérant qu'elle pourrait me faire croire que j'étais paranoïaque et contrôlant. Le pire était de lire leurs opinions sur moi. Elles me traitaient d'ennuyeux et de prévisible dans mon dos. Manon plaisantait en disant que Damien était probablement meilleur au lit que moi. Juliette se plaignait que j'étais trop collant et que Camille méritait un peu d'excitation dans sa vie. Ces femmes s'étaient assises à ma table, avaient accepté des cadeaux pour le mariage et avaient fait semblant de se soucier de moi tout en travaillant activement à m'humilier. Mais le coup de grâce est venu quand j'ai trouvé une conversation de groupe d'il y a 2 semaines où elles discutaient du mariage lui-même. Camille leur avait dit qu'elle avait des doutes sur le fait de m'épouser mais ne savait pas comment s'en sortir sans passer pour la méchante. Manon avait suggéré que je pourrais peut-être annuler le mariage si je découvrais pour Damien, résolvant ainsi son problème à sa place. Elles essayaient de me faire découvrir la liaison. La story Instagram, les mensonges évidents sur la soirée spa, même Damien m'identifiant dans son post, tout était conçu pour que je découvre le pot aux roses et que je sois celui qui mette fin aux choses afin que Camille puisse jouer la victime et éviter de prendre la responsabilité de ses choix. À 3 heures du matin, j'avais une chronologie complète non seulement de sa liaison, mais de la campagne systématique pour me manipuler et m'humilier. Ce n'était pas juste de la tromperie. C'était une guerre psychologique menée par quelqu'un à qui j'avais confié mon cœur au sein d'un groupe de femmes que je considérais comme des amies. J'aurais dû être furieux, mais à la place, je me sentais complètement vide, comme si quelqu'un m'avait vidé de l'intérieur et m'avait laissé creux. 3 ans de ma vie. Tous les projets que nous avions faits. L'appartement que nous avions décoré ensemble. Le chien que nous avions adopté. Tout cela construit sur des mensonges et une tromperie coordonnée. Mais alors, quelque chose d'autre s'est déclenché. Si elles voulaient jouer, j'allais leur montrer à quoi ressemblait une vraie stratégie. J'ai commencé à passer des appels. D'abord, j'ai appelé mon frère Thomas, qui devait être mon témoin. Je lui ai tout raconté et lui ai demandé de m'aider à annuler les prestataires du mariage. Thomas était un expert en cybersécurité, et quand je lui ai montré les preuves, il a eu des idées intéressantes sur ce que nous pouvions en faire. Thomas a souligné que plusieurs des demoiselles d'honneur étaient en couple avec des hommes qui ne savaient rien de leur implication dans la dissimulation de la liaison. Le petit ami de Juliette,
Antoine, était en fait un ami commun de l'université. Lucie était fiancée à un gars nommé Maxime qui m'avait spécifiquement demandé d'être témoin à leur mariage l'année prochaine. Ces femmes avaient mis leur propre relation en danger pour aider Camille à me tromper. Nous avons passé l'heure suivante à tout documenter et à créer un dossier complet de preuves, capture d'écran, relevés bancaires, données de localisation, messages de chat de groupe. Thomas a suggéré que nous créions un site web privé où tout pourrait être visualisé chronologiquement, comme une chronologie de la tromperie. C'était brutal, complet et absolument dévastateur. Mais Thomas a eu une idée encore meilleure. Au lieu de simplement exposer ce qui s'était passé, nous pouvions retourner leur propre stratégie contre elles. Les laisser venir au dîner de répétition en s'attendant à ce que je sois la victime dévastée qui a tout annulé dans un tourbillon émotionnel. Au lieu de cela, elles me trouveraient calme, préparée et ayant toutes les cartes en main. Au lever du soleil, nous avions contacté la plupart des prestataires du mariage. La traiteur, Hélène, a été incroyablement compréhensive et a proposé de fournir un type de repas différent pour quiconque voulait venir me soutenir. Le photographe a accepté de documenter le vrai dîner de répétition, celui où la vérité serait servie au lieu des mensonges. Même le DJ a proposé de fournir du matériel de sonorisation pour que tout le monde puisse entendre ce que j'avais à dire. Le lieu de réception a été la plus grande surprise. Quand j'ai expliqué la situation à la gérante, une femme nommée Valérie qui travaillait là depuis 20 ans, elle s'est personnellement investie pour m'aider. Elle avait vu beaucoup de drames de mariage au fil des ans, mais rien de tel que ce niveau de tromperie coordonnée. Valérie a proposé d'aider à installer une zone de présentation et a même suggéré que nous enregistrions tout à des fins juridiques. À 7 heures du matin, nous avions transformé le mariage annulé en quelque chose de tout à fait différent. Pas une célébration de l'amour, mais un dévoilement de la vérité. Et la meilleure partie était que Camille et ses complices n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. J'ai retrouvé mes parents et Thomas à 8 heures dans un café près de l'aéroport. Ils avaient pris l'avion depuis Nice, s'attendant à célébrer le mariage prochain de leur fils. Au lieu de cela, ils se sont retrouvés face à un niveau de trahison qui les a choqués, eux qui avaient pourtant vécu leur propre divorce 20 ans plus tôt. Ma mère était particulièrement bouleversée car elle s'était sincèrement attachée à Camille au fil des ans. Elles avaient passé des heures au téléphone, à planifier les détails du mariage, à acheter des robes ensemble, à parler de petits-enfants. Apprendre que tout était faux, que Camille avait manipulé ses émotions tout en trompant son fils l'a frappé plus durement que je ne l'avais prévu. Mon père, qui travaillait dans les enquêtes d'entreprise, était fasciné par le niveau d'organisation impliqué dans la tromperie. Il nous a aidés, Thomas et moi, à affiner notre documentation et à suggérer que nous fassions appel à quelqu'un qui pourrait vérifier les preuves numériques au cas où Camille essaierait de prétendre qu'elles étaient fabriquées. C'est alors que Thomas a appelé son amie Zoé, une experte en criminalistique numérique spécialisée dans les enquêtes sur les réseaux sociaux. Zoé était initialement réticente à s'impliquer dans un drame personnel. Mais quand Thomas lui a montré l'ampleur de la conspiration, elle a été intriguée d'un point de vue professionnel. Elle a accepté d'aider à tout authentifier et à créer une présentation qui serait impossible à contester. À midi, nous avions installé une salle de guerre dans la suite d'hôtel de mes parents. Des ordinateurs portables partout, des impressions couvrant toutes les surfaces, une chronologie détaillée tracée sur le mur. Zoé avait vérifié l'authenticité de toutes les preuves numériques et créé une présentation multimédia qui racontait l'histoire complète de manière chronologique. Mais la véritable percée est venue lorsque mon père a suggéré que nous enquêtions plus en profondeur sur le passé de Damien. Quelques heures de recherche ont révélé des informations intéressantes. Damien n'était pas juste un ex-petit ami lambda qui avait renoué avec Camille. C'était un partenaire d'adultère en série qui ciblait spécifiquement les femmes fiancées et mariées. Son historique sur les réseaux sociaux remontant à plusieurs années montrait un schéma de relations avec des femmes qui étaient dans des relations engagées. Il s'incrustait au mariage en tant que +1 de quelqu'un, puis finissait par avoir des aventures avec des demoiselles d'honneur ou même les mariées elles-mêmes. L'homme était un briseur de ménage professionnel qui semblait prendre son pied à détruire les relations des autres. Encore plus troublant, nous avons trouvé des preuves que Damien avait été en contact avec les demoiselles d'honneur de Camille avant même qu'il ne revienne en ville. Manon le suivait sur Instagram depuis plus d'1 an, et il y avait de vieux commentaires suggérant qu'elle planifiait son retour et sa réintroduction dans la vie de Camille. Ce n'était pas un ravivage spontané de vieux sentiments. C'était une campagne de séduction calculée, orchestrée par Damien avec la coopération active de femmes en qui j'avais confiance. Elles avaient passé des mois à planifier comment briser ma relation et avaient documenté leur progrès comme si c'était une sorte de jeu.
Thomas a trouvé la preuve accablante dans les photos identifiées de Damien. Il y avait des photos de lui dans un bar avec Manon et Juliette datant d'il y a 6 mois, des semaines avant qu'il ne tombe soi-disant par hasard sur Camille au café où leur liaison avait prétendument commencé. Ces femmes l'avaient recruté pour séduire ma fiancée. À 15 heures, nous avions l'image complète. Ce n'était pas juste une liaison ou même une conspiration pour couvrir une liaison. C'était une campagne coordonnée pour détruire ma relation, orchestrée par Damien et rendue possible par des femmes qui étaient censées être mes amies. Elles planifiaient cela depuis des mois, documentant leurs progrès et traitant mon chagrin comme un divertissement. La gérante du lieu, Valérie, m'a appelé pour me faire savoir que tout était prêt pour la soirée. Elle avait disposé la salle différemment de ce qui était prévu, avec une petite scène où je pourrais tout présenter et des sièges disposés de manière à ce que tout le monde puisse bien voir. Elle avait également prévu une sécurité discrète au cas où les choses s'envenimeraient. Hélène la traiteur avait préparé un menu qu'elle appelait juste retour, de la nourriture réconfortante pour les personnes confrontées à la trahison. Elle avait même fait un gâteau spécial décoré de biscuits en forme de cœur brisé et des mots vérité servis fraîches. Son sens de l'humour était exactement ce dont j'avais besoin. À 17 heures, les membres de la famille et les amis commençaient à arriver sur les lieux. Thomas avait contacté tout le monde sur les 2 listes d'invités, expliquant la situation de base et les invitant à venir me soutenir s'ils le souhaitaient. La plupart de la famille de Camille a choisi de venir, horrifiés par ce que leur fille et sœur avaient fait. Mon côté était là en force, prêt à assister au règlement de compte. Mais la meilleure surprise a été l'arrivée d'Antoine et de Maxime. Le petit ami de Juliette et le fiancé de Lucie avaient été informés de tout par Thomas, et ils voulaient confronter leur propre partenaire sur leur rôle dans la tromperie. Le dîner de répétition était sur le point de devenir une révélation bien plus grande que ce que j'avais prévu. À l'approche de 18 heures, je me sentais étonnamment calme. Pour la première fois depuis des mois, je savais exactement où j'en étais et ce qui était vrai. Les mensonges allaient prendre fin, et toutes les personnes impliquées allaient devoir faire face aux conséquences de leur choix. Camille est arrivée sur les lieux à 18 heures précises, magnifique dans la robe qu'elle avait prévu de porter pour le dîner de répétition. Elle a franchi la porte avec un sourire radieux, s'attendant probablement à me voir attendre nerveusement avec nos familles rassemblées autour, prêts à répéter nos vœux et à porter un toast à notre avenir ensemble. Au lieu de cela, elle a trouvé environ 40 personnes assises à des tables disposées en style théâtre, toutes tournées vers une petite scène où je me tenais à côté d'un grand écran. L'éclairage était différent de ce qu'elle attendait, plus comme une présentation que comme une fête. Son sourire a vacillé quand elle a vu les expressions graves sur les visages de tout le monde. Manon, Juliette, Lucie et Amélie sont arrivées juste derrière elle, bavardant sur la circulation et impatientes de passer la soirée. Elles ont cessé de parler quand elles ont vu l'installation, et j'ai regardé leur visage changer à mesure qu'elles réalisaient que quelque chose n'allait vraiment pas. La vraie surprise est venue quand Antoine et Maxime se sont levés de leur siège et se sont dirigés vers leurs petites amies respectives. Juliette a blêmi quand elle a vu l'expression d'Antoine. Lucie a carrément reculé quand Maxime lui a demandé calmement si elle avait quelque chose à lui dire avant que nous commencions. Damien a été le dernier à arriver, se pavanant comme s'il était chez lui. Il s'était clairement habillé pour impressionner, s'attendant probablement à se fondre dans le cortège du mariage et à prendre plaisir à me regarder me tortiller pendant la répétition. Quand il a vu la disposition de la salle et a réalisé que tout le monde le fixait, sa confiance s'est évaporée instantanément. Je n'ai pas fait de grands discours ou d'annonces dramatiques. J'ai simplement lancé la présentation que Zoé avait créée et laissé les preuves parler d'elles-mêmes. La première diapositive montrait la story Instagram de Damien de la veille avec l'horodatage et les chaussures de Camille encerclées en rouge. Des hoquets de surprise ont résonné dans la salle. La présentation a continué chronologiquement. Les relevés bancaires montrant les transferts d'argent. Les données de localisation prouvant les mensonges sur ses allées et venues. Les confirmations par email pour des rendez-vous secrets. Les messages du chat de groupe entre les demoiselles d'honneur planifiant la dissimulation. Les captures d'écran de l'historique de Damien avec d'autres femmes fiancées. Camille restait figée dans l'embrasure de la porte, sa bouche s'ouvrant et se fermant comme si elle essayait de parler, mais ne trouvait pas les mots. Ces demoiselles d'honneur s'étaient dispersées dans différentes parties de la salle, chacune gérant sa propre crise personnelle alors que partenaires et membres de la famille les confrontaient avec les preuves de leur implication. Mais la présentation n'était pas terminée. Zoé avait gardé la preuve la plus dévastatrice pour la fin. Des enregistrements audio du téléphone de Damien qu'elle avait récupéré de sa sauvegarde cloud. Des conversations où lui et Manon riaient de la facilité avec laquelle il me manipulait.
Des discussions sur les meilleurs moments pour programmer des rendez-vous à l'hôtel. Des sessions de planification sur la façon de me faire découvrir la liaison pour que Camille puisse me blâmer d'avoir mis fin à la relation. La salle était complètement silencieuse, à l'exception du bruit des gens qui pleuraient. Pas seulement Camille, mais plusieurs membres de la famille qui réalisaient à quel point la tromperie avait été étendue. Son père s'est levé et est sorti sans dire un mot. 2 de ses tantes l'ont suivi. Le petit ami de Juliette, Antoine, a été le premier à parler. Il lui a demandé directement devant tout le monde si elle avait aidé à planifier l'humiliation de son ami comme un divertissement. Quand Juliette n'a pas pu répondre, restant juste là à sangloter, Antoine a enlevé sa veste de costume, l'a posée sur une chaise et est sorti. Le fiancé de Lucie, Maxime, était juste derrière lui, retirant la bague de fiançailles de son doigt en passant. C'est là que Damien a essayé de s'enfuir. Il s'est dirigé vers la porte, mais Thomas et 2 de mes cousins lui ont bloqué le passage. Damien a commencé à parler vite, essayant d'expliquer que c'était tout l'idée de Camille, qu'elle l'avait poursuivi, qu'il avait essayé de rester à l'écart mais qu'elle ne le laissait pas tranquille. Même face aux preuves accablantes de son comportement prédateur, il essayait de tout lui mettre sur le dos. Camille a finalement retrouvé sa voix. Elle a commencé à essayer d'expliquer, disant que ce n'était pas ce à quoi cela ressemblait, qu'elle avait été confuse et avait fait des erreurs, mais qu'elle m'aimait vraiment. Elle a prétendu que les demoiselles d'honneur l'avaient poussée à avoir cette liaison, que Damien l'avait manipulée, qu'elle avait prévu de tout avouer après le mariage. Mais alors, Zoé a joué la dernière pièce à conviction, un enregistrement datant de seulement 3 jours plus tôt, où Camille disait à Damien qu'elle était excitée par leur avenir ensemble et qu'elle avait hâte d'être libérée de sa vie ennuyeuse avec moi. De sa propre voix, elle parlait de combien j'étais stupide de ne pas comprendre ce qui se passait et à quel point elle avait hâte de voir la tête que je ferais quand je réaliserais enfin la vérité. La salle a explosé. Les gens ont commencé à crier, certains sur Camille et ses complices, d'autres sur Damien. La mère de Manon a giflé sa fille au visage. La sœur de Juliette l'a traitée de honte pour la famille. Même certains hommes criaient, furieux du niveau de manque de respect envers tous ceux qui avaient investi du temps et de l'argent dans le mariage. Mais je suis resté calme à travers le chaos. Je m'attendais à cette réaction et j'y étais préparé. Quand le bruit est retombé, j'ai parlé pour la première fois de la soirée. J'ai remercié tout le monde d'être venu et de me soutenir à travers cela. J'ai expliqué que j'avais annulé le mariage non pas par colère ou par blessure d'amour-propre, mais parce que j'avais appris qui étaient vraiment ces personnes et que je refusais de construire une vie avec quelqu'un capable d'une cruauté aussi calculée. J'ai annoncé que je rompais officiellement nos fiançailles, que j'engagerais des poursuites pour préjudice financier et que je partagerais les preuves avec l'employeur de Damien et quiconque avait besoin de savoir à quel genre de personnes ils avaient affaire. La dernière surprise est venue quand Valérie, la gérante du lieu, a annoncé qu'elle avait tout enregistré pour des raisons de sécurité et qu'elle fournirait des copies à quiconque en aurait besoin pour des procédures judiciaires. Plusieurs personnes, dont Antoine et Maxime, ont demandé des copies immédiatement. À 20h, la salle s'était en grande partie vidée. Les conspirateurs s'étaient enfuis dans différentes directions, probablement pour commencer à limiter les dégâts sur leurs propres relations et réputation. Les membres de la famille et les amis se sont attardés pour offrir leur soutien et exprimer leur choc face à ce dont ils avaient été témoins. Hélène la traiteur a emballé de la nourriture supplémentaire pour que je l'emporte chez moi, refusant tout paiement et me remerciant de l'avoir laissé faire partie du service de dîner le plus satisfaisant de sa carrière. Zoé m'a donné des copies de toutes les preuves et ses coordonnées au cas où j'aurais besoin d'un témoignage d'expert pour toute procédure judiciaire. Alors que je partais, Patricia, la mère de Camille, s'est approchée de moi les larmes aux yeux. Elle s'est excusée abondamment pour le comportement de sa fille et m'a tendu une enveloppe. À l'intérieur se trouvait un chèque pour l'argent qu'elle avait dépensé pour sa robe et ses frais de voyage, accompagné d'une note disant qu'elle avait honte d'être apparentée à quelqu'un capable d'une telle cruauté. 1 an plus tard, je vis dans une maison que j'ai achetée avec l'argent économisé en n'ayant pas de mariage. Les procédures judiciaires ont été étonnamment simples puisque toutes les preuves étaient documentées et vérifiées. L'avocat de Camille lui a conseillé de ne rien contester, sachant qu'il perdrait lourdement si cela allait au tribunal. Damien a non seulement perdu son emploi, mais a été mis sur liste noire dans toute son industrie lorsque son habitude de cibler des femmes fiancées est devenue de notoriété publique. Les enregistrements et les preuves ont été largement partagés dans les cercles professionnels, mettant effectivement fin à sa carrière dans la finance. Il a déménagé à l'autre bout du pays et, aux dernières nouvelles, travaillait dans la vente au détail, essayant toujours de reconstruire sa réputation.
Camille est retournée à Montpellier pour vivre chez sa mère, mais cette relation est restée tendue. Patricia a dit à ma mère qu'elle a toujours du mal à comprendre comment elle a élevé quelqu'un capable d'une tromperie aussi élaborée. Camille suit une thérapie, mais passe apparemment la plupart des séances à essayer de justifier ses actions plutôt que d'en assumer la responsabilité. Les demoiselles d'honneur ont fait face à leurs propres conséquences. Manon a été larguée par son petit ami de 3 ans quand il a appris son rôle dans la planification de la liaison. Juliette a perdu Antoine et a été ostracisée par tout leur groupe d'amis. Les fiançailles de Lucie se sont terminées définitivement, et Maxime a partagé les preuves avec leurs amis communs pour expliquer pourquoi. Amélie, qui avait le plus petit rôle dans la conspiration, a réussi à sauver sa relation mais a dû suivre une thérapie de couple et reconstruire la confiance à partir de zéro. Thomas a fini par rencontrer quelqu'un dans un café la semaine après le mariage annulé. Une femme nommée Céline qui avait entendu l'histoire et a été impressionnée par la façon dont nous avions géré la situation. Ils sont mariés maintenant et j'étais le témoin de Thomas à un mariage où personne ne planifiait secrètement la chute de quiconque. La gérante du lieu, Valérie, et moi sommes devenus amis après tout ça. Elle m'a présenté à son club de lecture, ce qui m'a amené à rencontrer ma petite amie actuelle, Sarah, une avocate spécialisée dans les divorces qui apprécie un homme qui documente tout minutieusement. Nous sommes ensemble depuis 8 mois maintenant, prenant les choses doucement et construisant la confiance avec soin. Hélène la traiteur est devenue une sorte de célébrité locale après que le bruit a couru sur le dîner Vérité servi fraîche. Elle a commencé à offrir un service spécial pour les personnes confrontées à l'infidélité, fournissant des repas de soutien et organisant même de petits rassemblements pour ceux qui doivent confronter des partenaires infidèles. Son chiffre d'affaires a doublé la première année après notre événement. L'histoire est devenue une sorte de légende dans nos cercles sociaux. Les gens parlent encore du dîner de répétition qui s'est transformé en procès public. Le marié qui a servi des preuves au lieu du gâteau. La plupart sont solidaires et impressionnés par la minutie avec laquelle j'ai tout documenté, bien que quelques-uns pensent que je suis allé trop loin avec l'humiliation publique. Je ne regrette rien de tout cela. La confrontation publique n'était pas une question de vengeance ou de cruauté. C'était une question de vérité et de conséquences. Ces personnes avaient passé des mois à traiter ma vie comme un jeu, documentant leur tromperie et planifiant mon humiliation. Elles avaient impliqué des dizaines de personnes dans leurs mensonges, gaspillé des milliers d'euros d'argent familial et causé des dommages émotionnels qui s'étendaient bien au-delà de moi. Tout le monde méritait de savoir qui elles étaient vraiment et de quoi elles étaient capables. Les membres de la famille qui avaient voyagé depuis l'autre bout du pays, les amis qui avaient réorganisé leur emploi du temps, les prestataires qui avaient travaillé dur pour rendre notre journée spéciale. Ils avaient tous le droit de comprendre ce qui s'était réellement passé. Plus important encore, Antoine et Maxime méritaient de savoir que leur partenaire était capable d'une tromperie aussi élaborée. Si Juliette et Lucie pouvaient passer des mois à aider à orchestrer la destruction de ma relation tout en planifiant leur propre mariage, qu'est-ce que cela disait de leur caractère et de leur intégrité? Les conséquences juridiques ont été importantes mais justes. J'ai récupéré la majeure partie de l'argent que j'avais dépensé pour les frais de mariage, plus des dommages et intérêts pour détresse émotionnelle et fraude. Damien a été condamné à payer une restitution et à faire face à des sanctions professionnelles qui ont effectivement mis fin à sa carrière de briseur de ménage en série. Ces jours-ci, je me concentre sur la construction de quelque chose de vrai avec quelqu'un qui partage mes valeurs. Sarah et moi avons beaucoup parlé de confiance, d'honnêteté et de ce que signifie vraiment s'engager envers une autre personne. Elle a vu les preuves de ce qui s'est passé avec Camille et comprend pourquoi j'ai besoin d'une transparence totale dans toute relation sérieuse. Nous ne sommes pas encore fiancés, mais nous allons dans cette direction. Quand nous nous marierons, ce sera une petite cérémonie avec seulement des gens en qui nous avons une confiance absolue. Pas de planification élaborée, pas d'opportunité de tromperie, juste 2 personnes se faisant des promesses honnêtes devant des témoins qui se soucient sincèrement de notre bonheur. L'expérience m'a appris que l'amour sans confiance ne vaut rien et que les gens vous montreront qui ils sont vraiment si vous prêtez attention aux preuves. Camille et ses complices ont révélé leur vrai caractère par leurs actions, pas par leurs mots. Elles ont choisi la tromperie plutôt que l'honnêteté, la cruauté plutôt que la gentillesse et la manipulation plutôt que la connexion authentique. Je suis reconnaissant maintenant que Damien m'ait identifié dans cette story Instagram. Sans ce moment d'insouciance, j'aurais pu épouser quelqu'un qui me voyait comme ennuyeux et prévisible. Quelqu'un qui planifiait mon humiliation comme un divertissement. J'aurais pu passer des années à me demander pourquoi ma femme était distante, pourquoi ses amis semblaient avoir un sourire en coin quand elle me regardait, pourquoi j'avais l'impression de rater une blague interne que tout le monde comprenait.
Au lieu de cela, j'ai pu voir la vérité 12 heures avant de me lier légalement à quelqu'un qui ne méritait ni ma confiance ni mon amour. 12 heures avant le dîner de répétition était un timing douloureux, mais cela aurait pu être 12 ans de mariage avec des enfants impliqués. La rupture des fiançailles a été la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Même si je ne l'ai pas ressenti ainsi à l'époque, cela m'a libéré d'une vie de mensonges et a ouvert la porte à la rencontre de quelqu'un qui valorise réellement l'honnêteté et la loyauté. Parfois, les pires trahisons mènent aux meilleurs résultats. Et parfois, les gens qui vous blessent le plus finissent par vous rendre le plus grand service de votre vie. Mais la prochaine fois que quelqu'un m'identifie dans une story Instagram, je regarderai certainement plus attentivement ce qu'il y a en arrière-plan. Et voilà l'histoire. Si vous êtes encore là, cela signifie que vous êtes l'un des nôtres. Alors allez-y, cliquez sur ce bouton s'abonner. Je publie du nouveau chaos chaque jour. Et croyez-moi, l'histoire de demain, elle est encore pire que celle-ci.